Bonjour à tous, on va vous présenter aujourd'hui donc les livrables du collectif Lingerie. Merci à tous d'être là. On va vous faire une petite présentation en amont. Donc très rapidement, pour contextualiser, donc le webinaire est bien enregistré et donc vous aurez un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de ReFashion et aussi sur le site web de ReFashion. Pour toute question, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions-réponses et on y répondra au fur et à mesure. Et après, en fonction du temps, on gardera aussi une session en fin de webinaire pour répondre plus directement aux questions qui resteront en suspens. Et vous recevrez du coup la présentation, le support qui vous aura été présenté directement par mail dans la journée ou début de semaine prochaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions directement dans l'onglet. Alors, juste aussi pour introduire un petit peu, et aujourd'hui vous avez autour de la table, donc vous avez dû le voir, je pense, dans les invitations que vous avez reçues, mais Clara et moi-même qui sommes de ReFashion, on a Steren qui représente la fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire, et Aurélia et Joël qui représentent Blue Quest, qui est le cabinet qui nous a accompagnés sur le collectif lingerie, Aurélia et Joël vont parler après un peu sur le collectif lingerie pour le recontextualiser. En tout cas, on voulait se réunir tous ensemble aujourd'hui pour vous présenter les livrables. On démarre par une rapide, promis, introduction sur eFashion pour redonner du contexte à ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien. Donc eFashion, c'est l'éco-organisme en charge de la REP, donc la responsabilité élargie du producteur pour la filière textile d'aliments, linge de maison et chaussures. Donc on existe depuis 2008. On est régi par un cahier des charges qui est publié par nos ministères de tutelle que sont le ministère de l'économie et de la transition écologique, qui définissent un cahier des charges avec des objectifs. Et donc l'objectif de l'éco-organisme, c'est de mettre en musique tout ça et de mener des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc on est une entreprise privée mais à but non lucratif puisque on collecte des éco-contributions auprès des metteurs en marché, auprès des adhérents, qu'on va ensuite redistribuer à toutes les parties prenantes de la filière pour justement mettre en œuvre toutes ces actions-là. Et donc on est bien 100% financé par les éco-contributions. Il n'y a pas de soutien de l'État ou autre subvention que les éco-contributions. Et donc en tant qu'éco-organisme, notre mission, elle s'oriente autour de plusieurs axes. Tu peux passer à la slide, Clara. Merveilleux. Donc, on va être en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va parler de l'amont avec l'éco-conception, la réparation, le réemploi, et ensuite toute la partie aval de gestion des déchets avec le tri, la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là en tout cas qu'on échange avec les metteurs en marché pour voir comment travailler sur ces sujets-là et faire avancer la filière. Je vais prendre la suite. Donc, moi, je suis Stérène Lorette, je suis responsable du développement durable et de la RSE pour la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Et juste effectivement pour poser le contexte, comment ce groupe a été initié au début. Nous sommes en 2023. Les metteurs en marché ont l'obligation de remettre des plans de prévention et d'éco-conception à l'éco-organisme ReFashion pour justement donner des pistes pour faire mieux au niveau de la recyclabilité, pour faire mieux au niveau de l'éco-conception de vos produits et un certain nombre de metteurs en marché, tous de la lingerie. La lingerie, c'est bien plus large que la corsetterie, vu qu'on est à la fois sur le chaussant, sur effectivement les maillots de bain, tout ce qui est sous-vêtements sur hommes, femmes, enfants, ont très vite compris que le collectif était important, ont très vite compris qu'il y avait nécessité de partager ensemble, en l'occurrence des pistes d'orientation, de manière à pouvoir mieux, on va dire, les dynamiser et les mettre en évidence et en avant pour les autres. Et c'est de là justement que le collectif lingerie a été mené et porté par eFashion, avec deux acteurs d'accompagnement qui sont justement l'IFTH et notre fédération, la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire, ce qui nous a permis durant 1 an et demi d'être dans un dialogue continu et dans un accompagnement pour défricher tout ce qui était possible en réflexion et en réalisation. Donc, ces marques étaient Auchan, Dim, Isée, Kiabi, Chantel, Éminence, le groupe Etam, Simone Perel, Rouge-Gorge, Princesse Tam Tam et Wolf Lingerie.
Et c'est une très belle mobilisation parce qu'elles sont sur différents marchés, des marchés à la fois entrée de gamme et jusqu'au haut de gamme, et aussi avec des modèles de retail très différents. Donc, ça a été très intéressant d'avoir toutes ces marques metteurs en marché qui puissent participer à ces échanges. Et c'est vraiment important de le dire, le partage a été en continu. Et je pense que toutes ont été très contentes justement de pouvoir dialoguer parce que quelquefois, tout seul, on ne trouve pas si facilement un prestataire. Et quand on peut se partager des prestataires, le collectif va plus vite. Donc j'enchaîne sur la présentation d'aujourd'hui. Pour vous présenter le déroulé, on va d'abord parler du contexte et de la genèse du projet, pourquoi on a lancé ce collectif, quels étaient les sujets de départ et quelle a été la méthodologie qu'on a utilisée. Ensuite, on va vous présenter l'ensemble des livres blancs, parce qu'en fait, il y en a trois, vous dire ben, ce qu'on y trouve et pourquoi les lire et comment les lire. Et enfin, on aura une plus grosse partie, un focus sur ce qu'on peut tirer en synthèse de ces livres blancs, donc les grands enseignements à tirer et les pistes d'action qui ont été identifiées, sachant que la présentation d'aujourd'hui ne remplace pas bien sûr la lecture des livres blancs. On ne peut pas tout vous raconter en si peu de temps, donc on vous invite bien sûr à les lire plus précisément par ailleurs. Et enfin, on voudrait ouvrir à la fin sur les défis qu'on a identifiés avec le collectif lingerie, puisque l'objectif de ce travail n'était pas uniquement des livrables, c'était un travail en continu, un travail de long terme, et du coup, ça a débouché en fin de travail, de groupe de travail, sur des défis qu'on a identifiés ensemble avec le collectif lingerie et des pistes de projets plus opérationnels à mettre en place. Alors pour commencer sur le contexte et la genèse du projet, donc comme l'a expliqué Steren, au moment où les marques de lingerie ont travaillé leur plan d'éco-conception, elles se sont trouvées face à des difficultés qui étaient axées vraiment sur les spécificités des articles de lingerie. Et face à un problème, comment trouver des solutions pour améliorer l'impact fin de vie des articles de lingerie, avec pas mal de complexité, pas mal de freins en fait qui sont liés aux spécificités de l'article de lingerie. C'est plus difficile sur la lingerie de trouver des matières recyclées. C'est aussi a priori plus difficile d'avoir des articles qui soient dont le recyclage soit facilité parce qu'on a des matières complexes, on a beaucoup d'élastane, on a des accessoires. Donc du coup la recyclabilité est compliquée aussi pour les articles de lingerie. À cette époque, la lingerie n'était pas dans le bonus réparation. On pensait que, alors on va vous en raconter un peu plus aujourd'hui, mais on se posait des questions sur la réparabilité des produits de lingerie. Est-ce que vraiment des consommateurs vont avoir envie de réparer leur lingerie? Est-ce qu'ils en ont besoin? Et est-ce que des réparateurs sont capables de réparer la lingerie? Donc, a priori, à cette époque, on pensait que non, que la réparation ne concernait pas vraiment en priorité la lingerie. Donc, la lingerie n'était pas dans le bonus réparation. C'était aussi complexe de faire de la seconde main dans la lingerie, alors que c'est quand même une pratique aussi qu'on met en place de plus en plus sur le prêt-à-porter. Donc voilà, tout était plus compliqué, sans compter aussi la grande hétérogénéité d'articles. En fait, dans la lingerie, on entend aussi les articles de nuit, la corsetterie, les sous-vêtements, etc., etc. Donc des articles très variés avec des typologies de problématiques différentes. Donc suite à ça, effectivement, en fait, des responsables RSE de marques de lingerie ont commencé à travailler ensemble, à échanger sur ces sujets pour essayer de trouver des solutions. Et ne les trouvant pas, ont sollicité Refashion en demandant la possibilité d'organiser un groupe de travail sur ce sujet, dont en fait nous en interne on disait on va craquer les problématiques de la lingerie et on va travailler ensemble. Et ce groupe de travail, enfin ce groupe de marques a été ouvert à d'autres marques qui se sont aussi, qui étaient aussi des marques engagées, intéressées sur le sujet. Très rapidement, quand on a commencé à travailler avec ce collectif, on a identifié deux sujets prioritaires concernant la fin de vie des produits de lingerie. Un sujet assez concret sur la réparation, puisque on était au moment où le bonus de la réparation venait d'être lancé sur les vêtements, et on se posait la question de la faisabilité de la réparation des articles de lingerie. Donc, comme j'ai dit juste avant, est-ce que finalement, il y aurait une demande des consommateurs sur la réparation des articles de lingerie? Et s'il y en avait, ben, sur quelle typologie de réparation? Est-ce que, voilà, il y a des réparations qui sont fréquemment demandées?
Est-ce que ce sont des réparations qui sont vraiment possibles? Est-ce que les réparateurs peuvent le faire? Est-ce qu'ils sont formés pour le faire? Est-ce qu'il y a besoin de technicité particulière, d'une formation, de machines particulières? Et enfin, on se posait la question du business model. Derrière business model, on entend à la fois est-ce qu'il y a des attentes clients? Est-ce que des clients vont demander la réparation? Et aussi, quel va être le coût? Est-ce que le coût d'une réparation d'un article de lingerie va être plus cher à la fin que le prix de vente d'un article de lingerie? Est-ce que ce sera possible? Et est-ce qu'il y a potentiellement un business model derrière la réparation? Ça, c'est donc le premier sujet qu'on a abordé. Et en parallèle, le deuxième sujet, qui était un sujet plus exploratoire, c'était de se poser la question de la fin de vie des articles de lingerie, avec pas mal de sujets sur, comme on l'a dit, bah, finalement, la lingerie, c'est un ensemble de produits assez hétérogènes. Derrière ces produits, bah, quels sont les gisements matières? Parce que quand on parle de fin de vie, on parle de gisements matières pour le recyclage. On sait qu'en fonction des compositions matières, on n'a pas les mêmes typologies de recyclage. Et du coup, l'idée, c'était d'explorer un peu plus ce qui était ce gisement matière. Est-ce qu'il était important? Parce que c'est aussi, voilà, pour les recycleurs, c'est important de savoir s'il y a un potentiel. Donc, est-ce qu'il y avait un potentiel de gisement de matière sur la lingerie? Quel était ce gisement de matière? Ça, c'était une des premières questions. L'autre question, c'est, on entend beaucoup parler dans des articles de presse d'acteurs du recyclage qui travaillent sur de la R&D, qui commencent à développer des solutions. Mais finalement, où en sont-ils vraiment? Quelles sont les innovations qui sont en train d'être travaillées? Est-ce qu'il y a déjà des innovations qui sont en phase d'industrialisation et dont les acteurs de la lingerie pourraient s'emparer? Ça, c'était la deuxième question. Et enfin, la troisième question, finalement, ben, quel potentiel pour la fin de vie des produits de lingerie, à la fois sur le réemploi, puisqu'on c'est toujours mieux de réemployer un article avant de le recycler. Donc, s'il est encore portable, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire de la seconde main avec de la lingerie? Et quelles sont les opportunités de recyclage? Donc, vous voyez, on avait pas mal de questions au démarrage qui ont abouti au livre blanc qu'on va vous présenter. Du coup, la méthodologie qu'on a adoptée, au-delà du groupe de travail qu'on a présenté, effectivement, comme l'a dit Steren, on avait un groupe de marques très engagé, avec des personnes très engagées. Ça a vraiment été une force et on les remercie. On en profite aujourd'hui pour les remercier. Les marques autour de la table n'ont pas hésité à partager leurs projets, partager leurs bonnes pratiques et leur remontée terrain. Donc on a mené ce travail, on a mené plusieurs réunions sur l'année 2024 et on a continué aussi début 2025. En fait, on a complété le travail de ces marques par l'apport d'experts. Des experts de Refashion qui sont pas tous là aujourd'hui, notamment des experts du recyclage, des experts du pôle réparation qui sont intervenus, qui nous ont donné pas mal de clés, pas mal d'informations, voilà, d'études aussi, pour ben, finalement aussi former au passage ce groupe de travail. On les remercie aussi également parce qu'ils sont assez investis. On a eu, comme l'a dit Thérèse, bah, la Fédération de la maille et de la lingerie qui était là aussi pour représenter les autres acteurs de la filière lingerie qui n'étaient pas forcément tous là, même si on a fait un groupe de marques assez équilibré. C'était important aussi d'avoir le regard Fédération de la maille et de la lingerie. Et on avait donc l'IFTH plutôt pour la partie l'œil technique, innovation, qualité. Avec ce groupe de travail, on a décidé, suite à toutes les questions qu'on a évoquées juste avant, on a décidé de consulter en fait les parties prenantes clés de ces sujets. Premièrement, les clients et les clientes, donc les hommes et les femmes, des fichiers clients des marques de lingerie qu'on a interrogés sur tous ces sujets. Sujet de la réparation, sujet de la seconde main, que font les clients en fin de vie de leurs articles de lingerie, donc leur comportement et leurs attentes, qui a permis d'alimenter, vous allez le voir, ben voilà, pas mal d'enseignements. Ensuite, on a interrogé de manière qualitative, donc on a mené des entretiens auprès d'acteurs du tri, de la collecte et du recyclage, qu'on a sélectionné avec le groupe pour que ce soit assez représentatif et corrélé aux défis de la lingerie. Et on a également interrogé des acteurs de la réparation, donc à la fois la fédération qui représente les artisans réparateurs qui travaillent dans toute la France, mais aussi des solutions et des interfaces digitales et des ateliers de marque de réparation. Donc on a eu la chance
d'avoir un bon panel d'acteurs de la réparation qui ont pu répondre à nos questions. Alors, pour la présentation d'ensemble des livres blancs, quel livre blanc vous intéressera selon votre situation? Vous avez le premier livre blanc qui s'appelle Prolonger la durée de vie des articles de lingerie, qui est concentré sur la partie réparation. Ça, elle vous intéressera si vous souhaitez ou si vous vous posez la question de mettre en place un service réparation. C'est un guide assez pratique avec des conseils, des bonnes pratiques et aussi des contacts de réparateurs qu'on a interrogés et quelques-unes de leurs préconisations qu'on a extrait des entretiens qualitatifs qu'on a eus avec eux. Deuxième guide, plus exploratoire, quel potentiel pour la fin de vie des articles de lingerie, où là, on s'est concentré sur plutôt un état des lieux et les perspectives du recyclage principalement et du réemploi par ailleurs, puisqu'en fait, quand on parle tri, collecte, on parle recyclage, mais le réemploi, je le disais juste avant, c'est une phase aussi importante quand un produit peut être reporté, c'est important dans la hiérarchie des déchets de plutôt viser le réemploi que le recyclage en premier lieu. Donc voilà les deux livres blancs Prince Ripo. Ces deux livres blancs ont été alimentés par l'enquête client qu'on a choisi de vous partager aussi. Donc c'est pas vraiment un livre blanc, c'est plutôt une synthèse de l'enquête client qui a été réalisée encore une fois auprès des marques du collectif. Mais vous allez voir dans cette enquête, vous avez le détail des typologies de personnes qui ont été interrogées avec l'âge de ces personnes. C'est des hommes et des femmes, donc c'est assez représentatif du marché et pas seulement du marché féminin. Et vous trouverez dans cette synthèse toute la synthèse de l'enquête de manière assez détaillée, sachant que dans les livres blancs précédents, vous avez des zooms de l'enquête client qui ont servi également sur la réparation et sur le recyclage, qui se retrouvent dans les deux autres livres blancs. Ensuite, comment lire les livres blancs? On sait que un livre blanc, ça peut être long à lire, qu'il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Donc, on vous délivre quelques clés simples pour les lire facilement. Donc ça concerne le livre blanc réparation et valorisation de la fin de vie, recyclage, réemploi. Sachez que pour simplifier votre lecture, nous avons exactement le même sommaire sur les deux livres blancs. Et un petit tips qu'on vous partage, c'est qu'en fait, on a fait une page de synthèse juste avant le sommaire qui est intitulée Les points clés, qui en une page vous résume le document. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez l'introduction et le contexte qui vous présente la méthodologie qu'on a utilisée. Petit point important pour vous, n'hésitez pas à consulter le glossaire de cette partie puisque ça permet de mieux comprendre les termes. Notamment quand on parle lingerie, on parle de plein de typologies de produits et du coup on a éclairci en fait comment on appelle chaque typologie de produit selon la cartographie des produits Refashion. Ensuite, vous avez toute une partie sur les grands enseignements, donc voilà les principaux apprentissages qu'on a tirés du travail en collectif et des enquêtes qu'on a menées. Une partie plus action, quels sont nos conseils et nos bonnes pratiques, et notamment des bonnes pratiques partagées par les marques. Ensuite, vous avez toute une partie sur Refashion, en quoi Refashion peut vous accompagner, sur quoi, quels sont les dispositifs existants. Et enfin, une dernière partie, dans la partie annexe, à ne pas négliger. Nous avons une partie annexe où nous avons répertorié tous les contacts des acteurs que nous avons interrogés. Donc ça peut vous intéresser aussi si vous voulez par exemple mettre en place un service réparation, vous avez les contacts à la fin, ou si vous voulez contacter des recycleurs, vous avez aussi les contacts des personnes qu'on a interrogées à la fin. En complément aussi, sachez que vous retrouverez des partages d'expériences de marque qu'on ne peut pas vous détailler aujourd'hui. Mais voilà, l'atelier Tam Tam, l'atelier de réparation Tam Tam, l'atelier de réparation Chantel, la collaboration entre Isée et les réparables sont partagés dans ce livre blanc sur la partie réparation. Et sur la partie recyclage, vous avez le retour d'expérience de Rouge-Gorge et Abracadabra qui ont lancé des corners de seconde main. Et aussi le retour d'expérience de Chantel sur le soutien-gorge recyclable Chantel One. Donc on vous laissera les découvrir parce que voilà, ça se lit en entier. Alors ensuite, les grands enseignements et les points clés à retenir de ces livres blancs. On a fait l'exercice de vous en faire une synthèse aujourd'hui. Mais bien sûr, on vous invite à les lire pour avoir toutes les informations complémentaires.
Donc, premier point, le livre blanc réparation. Donc, ce livre blanc a pour objectif de vous apporter des éclairages sur le marché de la réparation et le potentiel de faisabilité sur la mise en place d'un service réparation pour la lingerie. Vous aurez des éléments intéressants sur l'analyse des attentes et des freins des consommateurs sur l'acte de réparation. Vous aurez aussi dans ce guide une meilleure compréhension de l'écosystème des acteurs de la réparation textile. On a mappé les acteurs de la réparation textile qu'on a interrogés, qui nous a permis aussi d'avoir une meilleure visibilité sur les acteurs existants et leurs différentes typologies de métiers, de couverture, couverture en termes territoriales notamment. Et enfin, une identification des pistes d'action concrètes pour les marques de lingerie, pour mettre en place un service réparation ou pour sensibiliser leurs consommateurs à la réparation. Ce guide, il peut intéresser vous, les marques de lingerie ou des marques d'autres secteurs finalement, parce que les bonnes pratiques peuvent servir à tout le monde. Ça peut aussi intéresser des réparateurs qui souhaiteraient réparer de la lingerie et en savoir plus, notamment sur les détériorations les plus fréquentes qu'on retrouve dans la lingerie. Donc voilà, c'est un guide qui peut servir à d'autres acteurs de l'écosystème. Alors, les grands enseignements qu'on vous partage aujourd'hui, on voulait vous partager déjà les grands enseignements côté client sur la réparation. Ce qu'on constate dans l'étude client, c'est qu'effectivement, la réparation des articles de lingerie est peu pratiquée aujourd'hui. Donc ça, sans surprise. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on zoome par typologie de produit. Et là, ça, c'est un grand point important de l'enquête client qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment zoomé par typologie de produit et on a zoomé aussi suivant que le client était un homme ou une femme. Donc c'est très détaillé là-dessus. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette réparation, cet acte de réparation, par contre, intéresse sur certaines catégories de produits, notamment le soutien-gorge et le maillot de bain. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on zoome en fonction des âges, on s'aperçoit qu'en fait, la réparation intéresse plus la clientèle est jeune. Elle est quand même assez importante, c'est la cible 35-44 ans, on est quand même déjà à 59%, mais vous voyez là sur le tableau de droite, plus on descend en âge, donc 25-34 ans, 34 ans, 30, on est à 71%, et 18-24 ans, on est à 75% de personnes intéressées à très intéressées par la réparation du soutien-gorge. C'est un peu plus bas sur les moins de 18 ans. Sachez que vous le verrez dans notre panel, on avait moins de 18 ans et ça peut s'expliquer aussi par l'âge de ses clientes. Voilà, sujet intéressant. C'est un signal qui indique que la réparation pourrait être amenée à se développer sur ces typologies de produits et à se développer par rapport à la population. Les principaux freins à la réparation qui sont exprimés par les clients et les clientes sont le prix. Donc là, on a décelé à ce moment-là le vrai besoin d'ouvrir le bonus réparation aux articles de lingerie, mais aussi de savoir un peu plus précisément combien coûterait une réparation de lingerie auprès des acteurs de la réparation. Donc vous verrez, on aura les réponses juste après. L'autre frein, c'était l'intimité, la gêne de certains clients de donner leurs produits intimes à réparer. Donc là, ce qu'on a identifié avec les marques, c'était vraiment la nécessité de à la fois rassurer les clients et les clientes sur les conditions d'hygiène, à la fois avoir un savoir-être spécifique sur les articles de lingerie pour que les clientes se sentent en confiance. Ça, c'est le point qu'on a identifié. Troisième frein qui a été identifié par les consommateurs et les consommatrices, c'est le manque d'infos sur les lieux de réparation. Typiquement, c'était je ne sais pas où trouver un réparateur proche de chez moi. Donc là, il y a un vrai sujet de communiquer sur ces lieux de réparation, que ces lieux de réparation soient plus visibles des consommateurs et qu'on ait aussi des informations plus pratiques à leur communiquer. Et là, vous verrez aussi qu'on a des réponses juste après. Euh, Autre point, une question qu'on a posée aux clients qui est assez intéressante. On a demandé aux clients et aux clientes, mais si vous deviez faire réparer un de vos articles de lingerie, que feriez-vous? Que préféreriez-vous? Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en numéro un, les clients plébiscitent la réparation directement auprès de la marque qui leur a vendu l'article de lingerie. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que les marques se positionnent là-dessus.
Voilà, à la fois se sentent responsables et sachent que les clients attendent ça d'elles. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les clients et les clientes pourraient aussi, en deuxième position, faire réparer leurs articles chez un professionnel proche de leur domicile. Donc ça aussi, c'est un point important. Ça veut dire que la proximité est très plébiscitée, plus que par exemple envoyer un article à réparer par la poste, etc. Troisième point aussi intéressant à signaler, c'est qu'on voit un certain nombre de clients qui sont prêts ou prêtes à réparer eux-mêmes leurs articles de lingerie ou à les faire réparer par leur entourage à environ 32%. Et vous verrez que ça aussi, ça a suscité des idées au sein du collectif qu'on vous dévoilera après. Ensuite, les enseignements côté réparateur et côté réparabilité des articles de lingerie. Le point clé en fait de notre travail, ça a été de se dire, mais en fait, finalement, quelles sont les détériorations les plus fréquentes qu'on va trouver sur les articles de lingerie? Et ça, on n'avait aucune information puisqu'il n'y avait aucune étude qui s'était penchée sur les articles de lingerie. Donc, on a posé la question aux clientes, on leur a dit, quelles sont les détériorations les plus fréquentes que vous constatez sur vos produits? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc on constate effectivement qu'il y a certains clients qui constatent une usure générale. Donc ça, on sait que l'usure générale ou les taches, ce sont des typologies de détérioration qu'on ne peut pas réparer. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de réparations qui sont fréquentes et qui sont réparables après interrogation des réparateurs. La perte d'élasticité des accessoires, par exemple, c'est une détérioration fréquente. Donc, on peut facilement remplacer un élastique, par exemple. Une armature qui sort dans soutien-gorge, c'est aussi une détérioration qui a été souvent citée, mais aussi des trous dans des articles qui ont été aussi cités. On voit par exemple que la couture décollée est une détérioration qui est peu constatée par les clients et il faut dire que ça nous a arrangé dans le collectif parce que c'est une détérioration qui est beaucoup plus complexe à réparer. Donc voilà, donc la plupart de ces détériorations, on les a soumises ensuite aux réparateurs qu'on a interrogés. On leur a demandé si c'était réparable, premièrement, et la plupart nous ont dit que c'était réparable, avec un niveau de difficulté différent suivant les typologies de réparation. Donc vous le voyez juste en dessous. Vous avez les réparations faciles à réparer tout au début, couture défaite, reprise d'armature de soutien-gorge, bretelles à remplacer, agrafes à remplacer, et des réparations plus difficiles entre guillemets. Trous et déchirures, c'est surtout dû au fait que ça peut transformer le produit, donc ils avaient besoin de surtout faire un diagnostic. Et changement d'élastique, il faut avoir le bon élastique, mais sinon, c'est plutôt des réparations qui sont faisables d'après les réparateurs. L'autre point intéressant, ça a été de demander aux réparateurs quel était le prix estimé de ces réparations. Donc là, vraiment, on vous alerte, c'est vraiment une enquête qualitative, hein, donc ça n'engage pas les réparateurs qu'on a interrogés. On leur a demandé une fourchette de prix. Vous avez vu là, vous la voyez sur la droite, elle est assez large. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à 5 euros, 6 euros. Elle monte parfois en fonction des typologies de produits. Donc on voit que voilà, c'est un prix qui reste accessible et qui le sera d'autant plus si on peut faire rentrer certaines typologies de réparation dans le bonus réparation puisque ça offre une réduction aux clients. Sachant qu'en parallèle, il faut savoir qu'on a interrogé les clients sur quel prix ils, elles seraient prêts à mettre dans la réparation et on voit qu'ils sont plutôt autour de 5 euros, entre 30 et 40% des clients citent ce prix. Mais ils sont aussi beaucoup à ne pas se prononcer, à ne pas savoir combien ils pourraient mettre, donc entre 30 et 40% aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on remarque qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent quand il s'agit de réparation sur les soutiens-gorge et les maillots de bain. Donc, ce qu'on a constaté aussi, c'est que on avait un marché de la réparation, on a un marché de la réparation qui est en plein développement. Tous les acteurs de la réparation qu'on a interrogés sont des acteurs dynamiques. On a eu des super contacts. Voilà, des entreprises qui se développent, qui trouvent des solutions, des solutions digitales, qui cherchent vraiment à améliorer les pratiques, qui s'adaptent aussi au cahier des charges des marques. Donc vraiment un secteur très dynamique sur cette partie solutions digitales. On a aussi des réseaux de réparateurs, ce qui est assez intéressant de voir qu'en fait ça permet aussi d'avoir un meilleur maillage territorial. Et on a aussi des ateliers de marques qui commencent à se développer, qui peuvent aussi offrir leurs services à d'autres marques de lingerie. Donc un secteur assez dynamique.
Les pistes d'action qu'on a identifiées, d'abord, ce qu'on a constaté, c'est que il fallait absolument que les marques de lingerie se positionnent sur la réparation, parce qu'on est dans un contexte où la réparation rentre de plus en plus dans les habitudes des consommateurs. Il faut savoir que depuis que Refashion a lancé le bonus réparation, on a eu 1 250 000 réparations qui ont été demandées par des consommateurs et qui ont été éligibles au bonus réparation, qui ont été faites grâce au bonus réparation. Donc c'est un nombre très important, ça veut dire que ces pratiques sont en train de se développer. On a aussi en France 1 500 réparateurs labellisés Refashion. Donc voilà, les pratiques sont en train de se développer dans le secteur textile, mais vous le voyez, elles se développent aussi dans d'autres secteurs, l'électroménager, l'électronique, etc. Les consommateurs ont de plus en plus le réflexe de penser réparation avant de jeter leurs produits, donc ce qui est une bonne chose. La réparation, c'est aussi une opportunité dans le cadre de la garantie légale de conformité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, votre consommateur peut vous demander des comptes s'il a un produit qui se détériore, un accessoire qui se détache, quelque chose qui est purement lié à la qualité intrinsèque du produit. Il peut vous demander des comptes. Et aujourd'hui, les pratiques des marques en général, c'est soit de remplacer le produit par un même produit de remplacement, soit de rembourser le client. Une pratique qui aurait moins d'impact environnemental, qui serait plus éco-responsable, ce serait plutôt de réparer ce produit, ce qui permettrait aussi d'améliorer les futurs produits, de constater aussi les défaillances et d'avoir une approche plus constructive. Donc ça peut être aussi intéressant dans ce cadre-là. Autre point intéressant qu'on a constaté en interrogeant les réparateurs, c'est que finalement, quand on parle de business model de la réparation, il faut le voir plus largement qu'un sujet de rentabilité. Premièrement, la réparation, ça a une vertu en termes d'impact environnemental, évidemment, puisque voilà, si vous faites des ACV de vos produits, plus vos clients répareront leurs produits, plus la durée de vie de vos produits vont s'allonger, plus vous ferez en sorte que vos produits soient réparables et moins vous aurez d'impact sur l'environnement en termes d'activité de votre entreprise. Ensuite, la réparation, ça permet aussi de mettre en place une démarche d'amélioration continue d'éco-conception. Comme je le disais tout à l'heure, plus vous avez des retours de vos clients sur les détériorations qu'il y a sur vos produits, plus derrière vous allez améliorer les produits suivants, les rendre plus réparables par exemple, ou voilà, les renforcer à certains endroits pour éviter ces détériorations. Et enfin, évidemment, c'est un vecteur d'image et de notoriété, notamment pour les marques qui misent sur la durabilité, sur la qualité de leurs produits. Mettre en place un service réparation ne fait que renforcer ces valeurs de marque et ce service qu'elles apportent aux clients. Et c'est bien sûr aussi un outil de fidélisation et d'engagement auprès des clients. Voilà, c'est un point super important aujourd'hui que le service client aujourd'hui se développe sur ce genre de pratique. Voilà, le service client prend tout son sens avec la réparation. Autre point qui a été soulevé par les acteurs de la réparation, un petit peu plus complexe peut-être, mais néanmoins intéressant, c'est que travailler en commun entre acteurs de la filière pourrait permettre, là, sur le sujet du business model, d'optimiser beaucoup de choses. Plus les acteurs de la lingerie travaillent ensemble, plus on peut optimiser les coûts, puisqu'on aura par exemple des partages de bonnes pratiques, comment on répare plus vite, qui est le réparateur le plus spécialisé sur tel sujet. Ça pourrait permettre d'optimiser les coûts de la réparation. Ça pourrait aussi permettre d'avoir un grade de qualité spécifique à la lingerie. Si les marques de lingerie arrivaient à s'entendre sur un grade de qualité commun, on a parlé du savoir-être juste avant, ça fait partie aussi du grade de qualité. Et le fait de s'entendre aussi pourrait assurer un meilleur maillage territorial des réparateurs. On l'a vu, c'est hyper important pour la proximité. Savoir où réparer la lingerie, s'entendre sur qui est un réparateur fiable pour la lingerie pourrait permettre d'optimiser aussi les pratiques de réparation. Sur la droite, vous avez un exemple d'un service de réparation qu'on a construit en fait dans son circuit. Quel pourrait être le circuit d'un service réparation pour une marque? Parce qu'en fait, c'est un circuit qui est intéressant à décortiquer puisqu'il
Il implique les boutiques, il implique le service client, il implique potentiellement l'atelier de la marque si vous avez un atelier ou un service de réparation externe avec une solution externe. Et il implique aussi d'avoir un échange avec son client et notamment ce retour satisfaction client qui est important aussi à prendre en compte. Voilà, je parle un peu vite pour vous donner un maximum d'éléments et finir à temps. Euh, donc, deuxième livre blanc, le livre blanc plus exploratoire sur la partie recyclage, réemploi, où là, on a aussi abordé les comportements et les attentes des clients. Et on a recensé les solutions existantes à ce jour. C'est un guide qui pourra intéresser les marques, mais aussi les fabricants et évidemment les recycleurs pour mieux comprendre le recyclage de la lingerie. Alors, côté client, ce qu'on a constaté, c'est, évidemment, vous allez me dire, les articles de lingerie sont encore trop souvent jetés dans les poubelles plutôt que déposés en borne de collecte. Ça, c'est surtout le cas sur les bas, notamment les sous-vêtements. Ils sont déposés, ils sont mis à la poubelle à 63% pour les bas femmes, par exemple, à 68% pour les collants. La pratique est meilleure sur les soutiens-gorge puisque 40% des clientes déposent leur soutien-gorge et leur maillot de bain en borne de collecte. Donc on voit quand même qu'il y a des meilleures pratiques. Pourquoi les consommateurs ne mettent pas systématiquement leurs articles de lingerie en borne de collecte? Il y a encore là des freins liés à l'intimité et à l'hygiène. Voilà, on se dit, ce produit va être potentiellement reporté, je l'ai déjà porté, donc même s'il est propre, je n'ose pas le déposer en borne de collecte. Il y a aussi un manque de connaissances sur l'état des produits acceptés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la collecte, c'est le premier maillon pour rentrer dans la filière du recyclage. Et donc, si on met un produit à la poubelle, on coupe direct le premier maillon et du coup, on n'aura jamais la possibilité d'arriver jusqu'au recyclage. Donc, c'est hyper important de pouvoir déposer des produits, même s'ils sont détériorés dans les bornes de collecte. Bien sûr, propres. Manque d'informations sur le devenir des articles collectés. Donc ça, les clients ont dit, nous, on veut savoir ce qui se passe. On veut savoir, est-ce que c'est donné à des associations? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça, c'est un manque de clarification, de la communication. Manque de proximité aussi des points de collecte. On verra, on vous dira aussi, là, il y a des solutions, hein, bien sûr, qui sont proposées par Paris Fashion, mais qui sont effectivement peut-être pas assez connues. Un point intéressant côté client, c'est que les clients ont une très bonne perception des matières recyclées. Vous le voyez sur la droite, ils sont presque 75% à considérer que c'est bien d'avoir des matières recyclées et d'acheter des matières recyclées. C'est positif, donc continuez si vous pouvez à en mettre dans vos collections. Ils sont très peu à avoir des doutes sur la qualité ou sur le confort des produits. Ensuite, la seconde main. Alors, la seconde main, intéressant aussi d'aller poser cette question aux clients et aux clientes. Et là, de la même manière que sur la réparation, mais on va dire dans une moindre mesure, la seconde main est effectivement très peu pratiquée chez les clients et les clientes. Par contre, elle commence à intéresser, là encore, sur le soutien-gorge et le maillot de bain, et chez les clientes les plus jeunes. Donc vous voyez par exemple 57% des clientes de 18-24 ans. Et on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse aussi les hommes. Donc voilà, à savoir, sur le maillot de bain, il y a un potentiel aussi de faire de la seconde main de maillot de bain. Ensuite, sur les grands enseignements côté recyclage et réemploi, alors là, vous allez voir, c'est des sujets un petit peu plus complexes auxquels on s'est attelé. Le premier sujet, ça a été de se dire, bon, finalement, le sujet du recyclage, c'est de savoir quel est le gisement, mais comment on peut estimer le gisement des articles de lingerie. Donc on a fait un travail d'estimation, attention, le graphique sur la droite, c'est une estimation basée sur la mise en marché des articles de lingerie qu'on a croisé avec des poids, là encore, estimés de ces articles. Donc on voit avec cette estimation qu'il y a quand même un potentiel de gisement intéressant globalement sur les articles de lingerie. Ce qu'on voit, c'est que c'est les chaussons qui représentent le plus. Après, ce qui intéressait nous, les membres du collectif, dans ce travail, c'était plus la typologie de produits lingerie. Donc là, vous avez l'explication juste en dessous, c'est un extrait du glossaire. La lingerie pour e-fashion, c'est tout ce qui est corsetterie, soutien-gorge, etc.
Donc ça, c'est la typologie de produit qui intéressait plus les membres du collectif parce que c'est la plus spécifique à la lingerie. Donc on s'est penché sur cette typologie de produit. Ce qu'on a remarqué, c'est que les gisements, selon les acteurs qu'on a interrogés du tri et de la collecte, en général, ils sont peu présents. Mais par contre, quand ils sont présents, ils sont de qualité et ils sont aussi intéressants parce qu'ils sont très souvent sur du polyamide. Et le polyamide est considéré comme une matière de haute valeur. Donc ça, c'est un point positif pour les articles de lingerie. Ensuite, un autre point positif, c'est que le polyamide va vers du recyclage plutôt chimique que mécanique. Et le recyclage chimique est en passe de surmonter beaucoup de perturbateurs au recyclage. Donc là, on est vraiment au stade de R&D. Donc c'est pas encore en place, mais sachez-le, beaucoup d'acteurs nous ont dit, on est en train de travailler sur la séparation de l'élastane. Nous, les accessoires, a priori, à terme, ce ne sera pas un problème. Voilà, c'est pas encore confirmé, mais on sent qu'on a du potentiel. Les solutions possibles à date sur le recyclage, donc vraiment ce que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui, c'est déjà de faire du recyclage pré-consumer, pré-consommation en français, c'est-à-dire si vous avez des sites de fabrication en propre ou externe, c'est récupérer les chutes de production. Ça, on a des acteurs du recyclage qui ont déjà mis en place des solutions industrielles ou semi-industrielles pour traiter ce type de déchets. On a aussi le recyclage en boucle ouverte. Ce qu'on a constaté en interrogeant les acteurs du recyclage, c'est que la boucle ouverte aujourd'hui est pratiquée, qu'elle concerne beaucoup de typologies de matières. Il y a des débouchés aujourd'hui pour les recycleurs. Ils vendent à d'autres industries comme l'automobile, comme l'industrie chimique. Et voilà, les déchets les intéressent. Et enfin, le recyclage en boucle fermée. Aujourd'hui, si on veut faire du recyclage en boucle fermée sur la lingerie, c'est plutôt exclusif en travaillant avec un recycleur, à l'image de ce qu'a fait Chantel avec le Chantel One. Mais aujourd'hui, la boucle fermée n'est pas répandue, n'existe pas de manière massive. Enfin, elle n'existe pas de manière évidente. On a vu aussi dans les enseignements que certains acteurs se développent sur la seconde main avec de bonnes perspectives. Donc certains acteurs, on va les nommer, c'est par exemple Abracadabra et Rouge-Gorge, dont vous pourrez retrouver le partage d'expérience dans le livre blanc. Euh, donc c'est hyper intéressant et on remercie Rouge-Gorge et Abracadabra de nous avoir partagé ces informations. C'est assez prometteur sur la seconde main de lingerie. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'Abracadabra vend aussi des bas de sous-vêtements et pas seulement des soutiens-gorge. Donc c'est intéressant de voir que c'est en train de changer vraiment et que voilà, il y aura peut-être du potentiel sur la seconde main de la lingerie. Les pistes d'action pour la filière, effectivement, donc on a vu, on est plutôt à préparer l'avenir hein, sur cette partie-là. Donc un point quand même très très important, c'est la sensibilisation des consommateurs aux meilleures pratiques. Et effectivement, là, les marques ont un énorme rôle à jouer. Les sensibiliser sur la collecte, les sensibiliser sur la réparation, sur la seconde main, le réemploi, revaloriser la seconde main. Vous verrez dans la synthèse de l'étude client, il y a toute une partie sur des questions qu'on a posées aux clients sur ce qui pourrait les inciter à acheter en seconde main. Et on voit qu'en fait, c'est surtout de la réassurance, en fait, des conditions d'hygiène, une bonne présentation des produits, voilà, que les produits soient vendus de la même manière et avec le même soin qu'un produit neuf, même s'il n'est pas neuf. Il faut aussi clarifier les communications et les informations à destination des consommateurs, particulièrement sur la collecte, puisqu'il y a vraiment un nœud à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas assez de gisements pour pouvoir en tirer des conclusions. Et aujourd'hui, voilà, quand on interroge les recycleurs, voilà, on voudrait lancer aujourd'hui un projet de recyclage avec un recycleur. Le principal point, c'est où est le gisement. On n'a pas le gisement aujourd'hui pour pouvoir développer le recyclage. Donc, il faut absolument que les consommateurs déposent plus leurs articles de lingerie. Autre point qui est corrélé, c'est qu'en fait, on a vu la lingerie représente peu de poids sur les articles de polyamide. Donc, si la lingerie veut travailler sur le polyamide, il faut absolument qu'elle collabore avec d'autres filières qui utilisent cette matière, comme le secteur de l'outdoor, le secteur du sport, qui a été identifié. En attendant, ce qu'on vous propose, c'est de capitaliser déjà sur les solutions existantes. Comme je le disais juste avant, le recyclage pré-consommation, les déchets de production, là, il y a des possibilités. L'incorporation de matières recyclées dans les produits,
Ça, c'est un point super important. Même si vous avez des produits qui sont pas 100% matière recyclée ou 80%, sachez que déjà, si vous avez 20% de matière recyclée dans vos produits, vous contribuez déjà à faire du recyclage une industrie qui va marcher, où il y aura de la demande. Et c'est vrai que les recycleurs, ils fonctionnent aussi là-dessus. Ils ont besoin de débouchés. Ils ont aussi leur business model. Donc, plus il y aura de débouchés, plus ça va inciter les recycleurs à trouver des solutions et à travailler sur le polyamide. Et enfin, autre possibilité, c'est de collaborer en direct avec les recycleurs selon vos projets. Donc, soit une marque travaille avec un recycleur. On a quelques recycleurs qui ont été identifiés dans le livre blanc et après, vous pouvez aussi contacter Refashion si vous avez besoin de plus d'informations. C'est aussi possible de travailler avec des recycleurs en collectif. Ils sont tout à fait ouverts à ça, très ouverts, notamment sur les sujets d'éco-conception. Voilà, quel serait, par exemple, ça, mener un groupe de travail avec un recycleur pour savoir comment on éco-conçoit vraiment un article de lingerie avec les contraintes concrètes et terrain des recycleurs. Voilà, j'ai été un petit peu vite pour essayer de vous laisser du temps après pour les questions. En tout cas, en conclusion, les défis pour demain, comme je vous disais, ce collectif ne s'arrête pas là. Le travail continue, c'est un travail au long cours. Et donc, on vous délivre les défis qu'on a identifiés après cette année de travail. Alors, les priorités, on l'a vu, c'est sensibiliser les consommateurs. Du coup, on a eu des pistes d'action qui ont été identifiées avec le collectif. Vous l'avez vu tout à l'heure, les consommateurs sont prêts à réparer leurs produits par eux-mêmes. Donc, on trouvait intéressant avec les marques du collectif de créer des tutos réparation, par exemple des vidéos où on apprendrait aux clients et aux clientes à réparer eux-mêmes leur lingerie sur les réparations faciles, hein, bien sûr, hein. Les réparations plus complexes doivent rester chez les réparateurs pour assurer le niveau de qualité. Autre point important, c'est partager les adresses des réparateurs labellisés. Donc ça, Refashion va vous montrer juste après des ressources pour vous aider là-dessus. Deuxième point, enfin troisième point, très important aussi, communiquer sur le bonus réparation. Il faut que vous sachiez que la communication du bonus réparation est obligatoire. Vous avez l'obligation d'informer les consommateurs qui peuvent avoir un bonus réparation et vous avez l'obligation de communiquer sur, dans vos magasins et sur vos sites de magasins en ligne. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on a identifié, c'est former les réparateurs aux spécificités lingerie et leur faciliter l'accès aux accessoires. Donc ça, on a fait une partie du job avec le collectif. On a échangé avec la présidente de l'UNACAC qui est en train de construire un programme de formation spécifique à la lingerie. On lui a partagé les enseignements de ce livre blanc. Donc voilà, va y avoir prochainement cette formation qui va être proposée, sachez-le, aux réparateurs présents dans toute la France. Euh, Autre point qui a été soulevé, un peu plus complexe, c'est dans la mesure du possible faciliter l'accès aux accessoires de lingerie pour les réparateurs. Soit créer une banque commune d'accessoires, pas forcément évident, soit donner des points de contact des responsables qualité qui soient partagés avec les fédérations de réparateurs pour qu'ils puissent savoir à qui s'adresser quand ils ont une couleur spécifique de marque, donc responsable qualité ou responsable atelier selon les marques. Donc ça, c'est un sujet qui serait à développer, qui est un sujet à part entière, un petit peu plus complexe. Troisième point, évidemment, faciliter la collecte, avoir plus de points d'apport. Donc vous avez la possibilité là aussi avec des dispositifs Refashion de développer des points d'apport dans vos magasins, dans vos sièges sociaux. Clarifier la communication, là aussi Refashion peut vous apporter des éléments de langage, vous aider sur cette partie communication pour sensibiliser les consommateurs. Et enfin, dernier point très important, poursuivre le travail sur le recyclage en collaboration avec d'autres acteurs. Donc sachez que suite à ce collectif, un projet a été identifié, il en est à ses tout débuts. Donc on ne peut pas encore dévoiler, mais il y a une étude qui va être faite sur le recyclage des polyamides en collaboration avec des acteurs d'autres filières. Les moyens pour vous qu'on a identifiés avec les marques, évidemment, c'est au maximum de sensibiliser votre direction, de sensibiliser les équipes en interne. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire aujourd'hui, pour donner le plus accès possible à nos enseignements. Deuxième point, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il était primordial d'embarquer les équipes communication des marques.
Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, on a souvent des responsables RSE ou des responsables financiers qui sont en contact avec Refashion, mais pas forcément des équipes communication. Et pourtant, c'est hyper important parce que les équipes communication des marques sont vraiment le point de contact privilégié pour sensibiliser leurs clients. Donc aujourd'hui, c'est hyper important, si vous le pouvez, d'embarquer vos équipes communication. Ça peut se faire via, par exemple, l'abonnement à la newsletter adhérent Refashion. Ça peut être aussi via des contacts que vous pourriez avoir avec Refashion, des questions que vous pourriez poser ou du travail que vous pourriez engager avec Refashion. Nous, on a identifié on a fait notre dernière session collective au mois de juin avec des équipes communication des marques et il y a plusieurs remontées qui ont été faites, notamment avoir plus d'outils de communication, d'éléments de langage qui puissent aider les marques. Vous pouvez aussi vous lancer via les dispositifs qui sont proposés par Refashion. Donc Refashion vous en parlera après, mais sachez qu'ils sont aussi détaillés dans les livres blancs dans la dernière partie, la partie Refashion. Ils sont aussi régulièrement actualisés parce que c'est assez dynamique, il se passe pas mal de choses. Donc ils sont régulièrement actualisés sur le site. Et enfin, nos conseils aussi, c'est ben, continuer à travailler en collectif. N'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse de travailler en collectif, soit auprès de la Fédération de la maille et de la lingerie, soit auprès de Refashion, parce que ça apporte énormément. On l'a vu à travers cette année de travail. Et ne pas hésiter aussi à s'ouvrir à d'autres filières dès que nécessaire. C'est vrai que nous, on a démarré par une problématique spécifique de la lingerie. Mais on s'est rendu compte que bah, tout ce qu'on faisait pouvait intéresser aussi d'autres secteurs.